pour un départ. La première, c'est la formation. La deuxième, c'est la recherche scientifique. Et bien après, on a ajouté un troisième pilier, c'est l'insertion socio-professionnelle de nos produits. Et d'ailleurs, c'est ce qui justifie, à mon avis, ce forum que nous traversons maintenant. Donc, toute la question est de savoir si l'université joue son rôle dans le développement économique, social et culturel de la Guinée. Et là, je dois dire qu'il y a eu des réformes qui ont permis que l'université effectivement joue son rôle. 87-89, il y a eu l'autonomie des universités et des institutions de l'enseignement supérieur. 2005-2007, il y a eu la réforme, on est rentré dans l'OLMD. Avant, la recherche était présente, mais les gens faisaient essentiellement la formation. La raison, c'est que nous n'avions pas entamé les formations supérieures. Je vais nommer les études avancées. Donc, il y a eu un gros pied et un petit pied. Le gros pied était la formation et le petit était la recherche. Mais depuis 2007, la recherche a eu toute son importance au sein de nos institutions supérieures. Je dois donc dire que le développement économique de la Guinée devrait, dans les conditions normales, être fortement tributaire des recherches menées au sein des institutions de l'enseignement supérieur. Donc toute la problématique est de savoir si ces universités jouent ce rôle. Je crois que ce débat va ouvrir davantage le chemin pour savoir qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui n'a pas été fait et pourquoi. Le développement économique, il est très important, mais il constitue une résultante. Avant donc ce développement économique, on parle généralement de croissance économique. Si nous prenons notre économie, il y a 3 secteurs dans le schéma retenu par les grands spécialistes de l'économie. C'est le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire. Présentement, le secteur primaire, selon les statistiques de 2014, participe à la hauteur de 23% à la constitution du produit intérieur brut. Le secondaire, 33%, et le reste au tertiaire. Vous comprendrez bien que là, il y a déjà des problèmes. Donc, il faut aller chercher les raisons qui ont fait que la chose soit relativement inversée. Je voudrais donc dire qu'on ne peut pas parler de développement sans croissance. Et la croissance fait appel à 4 éléments. C'est ce que les économistes appellent les 4 roues, à savoir les ressources humaines, donc le capital humain, les ressources naturelles, le capital technique et le capital financier. L'élément de base, c'est naturellement le capital humain. Toute la problématique, c'est de savoir, par rapport au potentiel, par rapport au naturel, est-ce que la ressource humaine bénéficie de tous les appuis, de tous les avantages pour effectivement participer à la recherche en République de Guinée. Ailleurs, je dois dire qu'il y a eu une explosion de développement, un développement accéléré. Si je prends le cas, par exemple, des classiques, il y a eu une surproduction, et cette surproduction a amené que les économistes du pays concerné, je vais nommer la Grande-Bretagne, prennent le devant pour mettre en place un modèle. C'est le modèle
de développement libéral. Donc c'est eux qui ont réglé le problème qui était là. C'était un problème véritable parce que la Grande-Bretagne est rentrée dans une crise. Mais les universitaires se sont retrouvés en relation avec les industriels et les secteurs économiques. Ils ont travaillé et ils ont réglé le problème. Je vais revenir à notre cas. Je vais dire que, d'essence, les universités ont pour mission de résoudre les problèmes économiques, les problèmes sociaux et culturels qui se posent à leur nation. Il revient en toute première position aux universités de le faire. Si une décision dans les conditions normales devrait être prise par une autorité administrative, à quelque niveau qu'elle soit, elle se référerait normalement à l'université. Toute la question est de savoir est-ce que ça se fait. L'université est là pour faire la recherche. Elle en a normalement les ressources humaines. Et elle en a justement, elle devrait avoir les ressources financières. Si donc l'autorité se réfère à l'université, elle propose des modèles de solutions aux problèmes économiques qui se posent. Il ne peut pas, à mon avis, avoir développement économique lorsque l'université est pris comme un élément appendice ou à côté. Toutes les idées ou tous les problèmes doivent être d'abord traités par l'université et projetés dans le milieu économique ou le milieu social. Nous parlons souvent ici de problèmes macroéconomiques, donc nous réglons les problèmes au sommet, mais nous ne nous préoccupons pas ou nous nous préoccupons moins de la vie économique des ménages. Or, l'économie des ménages, c'est ce qui constitue l'économie nationale. Donc, les universitaires devraient s'emparer de toutes ces questions et les traiter. Tout de suite, il y a eu un panel qui a parlé de financement. Je crois que là, le problème a été abordé, mais est-ce que les moyens existent? Parce que désormais, nous avons déjà formé les masters, les doctorats. La recherche se fait à ce niveau-là. Ok, je vais terminer, s'il vous plaît. C'est juste pour dire que le développement économique est fortement lié au travail qui se fait dans les universités. Tous les pays développés se sont référés à l'université. Ce serait bon que ce panel, à mon avis, serve de départ pour que les moyens soient mis à la disposition de l'université ou que les universitaires se créent les ressources pour pouvoir mener la recherche afin de participer effectivement au développement économique et social de la Guinée. Donc là, je vais d'abord présenter les panélistes qui sont là. J'ai en toute première position Dr Mafori Bangoura, directrice générale de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, qui a servi tout le temps à l'enseignement supérieur. Merci, monsieur le modérateur. Après, je présente les gens, s'il vous plaît. Après, nous avons Didier Acousté, directeur général Africa Cherche. Il a un cabinet qui s'occupe des jeunes et en Afrique et en Europe. Je vais parler justement d'emploi. Il y a Dr Dolno, directeur de l'Institut Pasteur de Guinée. Il est spécialiste des fièvres épidémiques virales. Nous avons Dr Mariama Biabogui, elle est vice-rectrice chargée de la recherche à l'Université Gamal Abdel Nasser. Nous avons professeur Tigane Diallo, ancien conseiller de l'enseignement supérieur, qui a participé énormément à la mise en place de l'École normale supérieure de Guinée. Et enfin, nous avons Dr Alpha Kabine Keita, chercheur à l'IRD et au CERFIG. Je pense que vous avez là un aéroport de spécialistes qui vont aborder les questions d'interaction entre le système universitaire et le milieu socio-économique et surtout l'importance de l'université dans le développement économique et social. Je voudrais donc immédiatement commencer à donner la parole. Je ne vais pas absolument, je ne sais pas, madame, vous êtes en première position.
je veux vous demander de regarder comment renforcer la capacité des institutions scientifiques pour qu'elles soient en mesure de mieux contribuer aux défis auxquels notre pays est confronté. Merci, Monsieur le modérateur. En entrée des jeux, je voudrais me présenter encore de plus. Je suis Dr Mafori Bangoura, directrice générale de la recherche scientifique et l'innovation technologique. Présenter un peu l'image de ma direction pour que les gens sachent ce que nous sommes en train de faire. Premièrement, nous avons 4 directions. Et ces 4 directions techniques-là sont composées. La première est la stratégie planification de la recherche scientifique. La deuxième direction, direction de l'innovation, de la valorisation de la propriété intellectuelle et transfert de technologie. La troisième, nous avons la direction de financement de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. Quatrième et la dernière direction, nous avons la promotion culturelle scientifique, de la recherche scientifique sectorielle et de la coopération. Pour aborder maintenant la question posée, je voudrais vous dire, la recherche scientifique de la connaissance par les peuples s'est toujours imposée comme un impératif de survie dans toutes les sociétés et dans toutes les régions du monde à travers le temps. La recherche scientifique peut apporter des réponses à des problématiques de développement et que le développement passe par le renforcement des communautés scientifiques. L'État guinéen doit veiller à ce que les projets qu'il mène intègrent les actions renforcement des capacités. Il doit développer également un ensemble de programmes scientifiques allant de l'appui individuel au soutien intellectuel. Aujourd'hui, l'excellence scientifique peut s'appuyer sur certains savoir-faire essentiels pour assurer le financement et la réalisation des recherches. Il s'agit notamment de collecte des données primaires et secondaires, leur analyse et la rédaction du document suivant les normes scientifiques reconnues. Deuxièmement, les compétences complémentaires, anglais, techniques, quantitatives, même en sciences sociales, l'informatique appliquée. Gestion de la propriété intellectuelle et vulgarisation scientifique. L'excellence scientifique demande aussi des compétences scientifiques qu'il peut promouvoir et consolider dans les laboratoires. La mission de renforcement des capacités vise à proviser l'acquisition des compétences par les chercheurs, équipes et administrateurs des institutions de recherche. Nous avons 3 axes à développer. Voilà. Soutenir la formation individuelle des métiers de recherche par la formation et la valorisation des résultats. Promouvoir la constitution d'équipes de recherche, la coopération interdisciplinaire et l'intégration de la connaissance endogène. Favoriser l'intégration des structures institutionnelles de recherche dans son environnement international et le partage d'expériences. Je vous remercie. Bien. Vous avez écouté Madame Mafori Bangoura. Elle a développé la structure de la recherche au niveau de l'enseignement supérieur. Elle a terminé en recommandant que l'interdisciplinarité qui constitue, si vous voulez, qui doit être la jonction de l'ensemble des disciplines et qui peuvent, c'est au centre de la rencontre de ces disciplines qu'il peut y avoir une création, une créativité. Elle a donc terminé par ça. Donc sans tarder, je vais passer la parole au suivant, s'il vous plaît. Et là, votre question devrait normalement être l'investissement de la Guinée dans la recherche pour le développement
Non, ça c'est pour madame, s'il vous plaît, je voulais vous réserver la question, excusez-moi. Par contre, vous devez prendre le rôle et les attentes vis-à-vis de la science et ses interactions avec les acteurs sociaux et le monde politique. Merci. Merci, monsieur. Bonjour à tous. Alors, la question est un peu vaste. Je vais davantage insister sur l'interaction entre la science et le monde de l'entreprise. Venant du monde de l'emploi, je crois qu'il faut qu'on démystifie la question de la science, parce que c'est vraiment ça qui décourage peut-être certains jeunes à aller vers les disciplines scientifiques. Hier, dans la session, le ministre du Burkina soulignait qu'à peine 140 étudiants au Burkina avaient passé un bac scientifique. Et quand on prend les statistiques dans nos pays, c'est entre 1 et 2%, en tout cas moins de 5% des jeunes vont vers les sciences. Or, il faut réellement qu'on rapproche la science de l'entreprise. Je suppose que tout le monde a un téléphone dans la salle, tout le monde a un smartphone. Eh bien, les smartphones, quand vous les prenez, c'est simplement une déclinaison scientifique. Et quand vous prenez les algorithmes qui font les calculs, quand vous allez sur un site internet qui vous envoie des pages à regarder des objets achetés, c'est simplement scientifique. Quand on retourne beaucoup plus loin dans l'Égypte antique, les pyramides, c'est aussi de la science. Donc, si vous voulez, la géométrie, l'arithmétique, les mathématiques, les sciences aussi simples, nous entourent au quotidien. Quand vous prenez les voitures que vous conduisez, aujourd'hui, 20% des véhicules, en termes de valeur, en termes d'investissement, c'est de l'informatique. Donc, c'est de la science. Donc, si vous voulez, quand vous prenez tous ces éléments, vous vous rendez compte que finalement, la recherche scientifique telle qu'on l'imagine, en réalité, est présente dans notre vie au quotidien, d'où l'intérêt, quand on enseigne la science dans nos universités ou dans nos écoles, de leur donner une dimension pragmatique. On parlait d'M-Pesa il y a 2 jours dans la salle, qui est un mode de paiement électronique utilisé par plus de 95% des Kenyans, si ce n'est plus. M-Pesa contribue à créer énormément de richesses au Kenya parce que, vous le voyez, en termes d'application, d'opérationnalisation, vous payez toutes vos factures avec M-Pesa. Donc, la science, j'insiste dessus, est vraiment dans notre quotidien et il faut la démystifier. Le deuxième élément, et comme le disait le professeur, c'est que la science est vraiment le moteur de création de richesse et de transformation des économies. Vous connaissez tous Google, Apple, Facebook. Rassurez-moi, tout le monde connaît bien ça. Vous les utilisez, les jeunes? Qui utilise Facebook dans la salle? Levez la main. Facebook. Bon, vous voyez, on est à 70%. Qui fait des recherches sur Google? Eh bien, vous voyez, très bien. Eh bien, c'est aussi simple. Ce sont des entreprises qui vivent simplement de recherche scientifique pour créer ces applications. Et quand vous prenez ce qu'on appelle donc les GAFA, c'est-à-dire Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft que vous connaissez tous, quand vous allez en bourse, leur valeur dépasse 3 500 milliards de dollars. Vous savez, la richesse de l'Afrique, le GDP de l'Afrique, c'est 2 500 milliards de dollars. Donc ça veut dire que 5 entreprises dépassent largement la richesse du continent africain parce que ce sont des entreprises qui ont simplement su intégrer la technologie, la science dans ce qu'elles font. Et donc, c'est à notre portée, c'est à votre portée. Ces entreprises ont été créées par des jeunes quand ils étaient étudiants. Donc, lorsqu'on intègre la science, la recherche scientifique dans nos applications au quotidien, ce que nous faisons au quotidien, nous pouvons transformer l'Afrique. Et c'est à votre portée, c'est à notre portée. Et c'est essentiel de refaire donc ce lien entre la science, le monde de l'entreprise et ce qui nous entoure. Merci. Merci beaucoup. Il veut dire, oui, il a bien expliqué qu'il y a une interaction effectivement entre le milieu universitaire, qui est le milieu de recherche, et le milieu socio-professionnel. Il est inimaginable actuellement que l'université fasse toutes les formations, y compris les formations pratiques. En réalité, nous faisons les formations académiques, mais le milieu des entreprises a pour rôle de faire le complément
de formation. Mais lorsque nos étudiants veulent aller dans le milieu socio-professionnel, ces milieux considèrent qu'ils viennent chercher de l'emploi. C'est vrai, alors que dans l'entendement de nous autres encadreurs au niveau de l'université, les étudiants partent pour un départ pour compléter leur formation. Il y a des formations pratiques que nous ne pouvons pas donner, qu'ils partent chercher au niveau des entreprises. Donc je demande de façon ouverte que le milieu socio-professionnel accepte les étudiants qui viennent pour compléter leur formation. L'emploi, ce sera à une seconde étape, mais on prend les gens dès le départ, dès qu'ils viennent, on pense que c'est de l'emploi. Évidemment, cette confusion est dans la tête des étudiants, mais elle est surtout présente dans l'esprit de ceux-là qui dirigent les entreprises. Dans tous les pays, cette interaction a existé et je souhaite qu'elle soit plus dynamique, plus active pour que nos produits soient compétitifs dans votre milieu socio-professionnel. Je vais donc immédiatement passer la parole à celui-là qui a fortement contribué à l'extinction d'Ebola en Guinée. Il a effectivement, par son assistance et l'assistance de son pays, et avec le gouvernement guinéen, ils ont créé ici un laboratoire qui est domicilié à Gamal Abdel Nasser. Donc je voudrais lui donner la parole et en lui posant la question suivante. La Guinée, la production de connaissances, instruments d'élaboration des politiques publiques. Non, ce n'est pas votre question, s'il vous plaît. Le rôle et les attentes vis-à-vis de la science et des institutions, avec les acteurs, on vient de répondre à ça. Maintenant, l'investissement de la Guinée dans la recherche pour le développement, est-il adéquat, suffisant, s'il vous plaît? Merci beaucoup, monsieur le professeur. Donc effectivement, je suis en train de créer un Institut Pasteur en Guinée, qui est, on va le dire très clairement, un bébé d'Ebola. C'est parce qu'il y a eu Ebola qu'il y a un Institut Pasteur ici. Comme vous le savez, comme certains d'entre vous le savent, il en existait un auparavant à Kindia, qui, pour des histoires historiques que je ne vais pas décrire ici, a été fermé à un moment, et là on en recrée un. Et donc on a été complètement confronté à la situation dont on est en train de parler. Et je voudrais faire le lien avec l'orateur précédent. Il est évident que la recherche est un bras absolument important et doit lier très fortement, avec proximité des liens, donc, avec le milieu industriel. Et c'est particulièrement vrai dans la recherche scientifique, notamment, par exemple, pour trouver des médicaments ou pour trouver des diagnostics. Juste pour vous donner un exemple, l'Institut Pasteur de Paris, d'où je viens, l'Institut Pasteur de Paris, à peu près un tiers de son budget est lié à des brevets qui ont été posés à certains moments par certains chercheurs et qui ont été repris par des entreprises, parce qu'il faut bien savoir qu'actuellement, on ne fait plus les médicaments dans les instituts, on les fait dans des entreprises, des grosses entreprises. Je ne vais pas les citer ici pour ne pas leur faire de la publicité, mais enfin voilà. Et donc, il est nécessaire d'avoir les liens, et à travers les brevets, à travers l'exploitation des brevets, on peut tout à fait avoir et obtenir un financement qui ensuite fait un retour sur la recherche. L'Institut Pasteur peut poser des brevets, peut faire des bénéfices, mais je n'ai pas le droit de m'acheter une Ferrari avec les bénéfices. Je dois les réinvestir dans la recherche, et c'est comme ça que la recherche avance. Ce que je voudrais dire d'un petit peu différent par rapport à l'intervenant précédent, c'est que dans recherche, il y a un pari, il y a une errance. On ne peut pas fatalement faire la recherche et savoir exactement ce qu'on va trouver. Les plus grandes découvertes scientifiques ont été faites en général à droite, alors que l'on cherchait à gauche. Il y a de multiples exemples comme ça. Donc la recherche, c'est un pari, et en même temps, on s'aperçoit au bout du chemin, vous l'avez dit, que c'est ce qui place un pays dans une position soit dominante, soit du moins respectée, parce qu'il y a un certain nombre des recherches qui ont été faites dans son contexte qui vont pouvoir être valorisées. Donc il faut savoir investir, il faut savoir prendre des risques. Et donc vous me disiez les relations avec, par exemple, les décideurs. Les décideurs
ne doivent pas avoir peur de mettre des sous dans la recherche sans fatalement savoir où ça va aboutir, mais quelque part ça va aboutir. Et ça commence par 3 choses qui ont été cruellement manquantes en Guinée. 1, la formation. Depuis que nous sommes ici, nous faisons des formations, donc la ressource humaine, hein, vous parliez tout à l'heure de ressources humaines, mais une ressource humaine pas formée, eh bien ça ne fonctionne pas. 2, l'infrastructure. Je suis heureux et en même temps j'ai un peu honte d'être celui qui va faire le premier laboratoire digne de ce nom, qu'on va mettre en place le mois prochain à Gamal. Je ne sais pas combien il y a d'étudiants à Gamal, il y a eu des laboratoires qui fonctionnaient dans le temps, il n'y en a plus. S'il n'y a plus de laboratoires qui fonctionnent, il n'y a plus de jeunes qui vont pouvoir avoir envie, ne serait-ce qu'envie, de faire de la recherche. Et c'est parce que vous avez envie de faire de la recherche, vous savez, quand vous êtes enfant, à un moment ou à un autre, il faut prendre le risque de vous mettre debout et d'avancer. Il y a toujours un risque de mettre un pas devant l'autre et de se retrouver en train de marcher. À la recherche, c'est pareil. Il faut avoir envie et partir. Et pour partir, il faut avoir un minimum d'infrastructures, et là, les infrastructures manquent. Donc j'en reviens à ce que je disais, investissement, un minimum d'investissement. Là, dans le cas de l'Institut Pasteur et dans beaucoup d'autres cas actuellement, c'est plutôt la réaction à Ebola qui a amené un investissement international, mais il y a une prise de conscience qui est absolument nécessaire à faire en Guinée. Je ne suis pas un Institut Pasteur de Paris, je suis un institut guinéen. C'est-à-dire que pour avancer, il va falloir que je trouve mes propres ressources pour me tenir sur le long terme. Et dans la recherche et dans les produits de la recherche, on peut trouver ces ressources-là. Enfin, je voulais dire un dernier point, et vous l'avez souligné, monsieur le professeur, c'est qu'un point magnifique de la recherche, c'est qu'on ne trouve pas toujours. C'est bien. À un moment ou à un autre, on est bloqué. Et quand on est bloqué, on est obligé d'aller voir les gens à côté. Donc c'est un outil majeur d'interdisciplinarité au niveau des différents groupes de recherche. Vous pouvez avoir des mathématiciens d'un côté, vous pouvez avoir des biologistes de l'autre, mais à partir du moment où vous avez des mathématiciens qui établissent, par exemple, des modèles statistiques qui permettent de savoir combien de personnes il va falloir vacciner pour faire disparaître Ebola, voilà, c'est comme ça, et là je parle de 2 domaines de sciences dures, mais on pourrait parler de sciences sociales, etc. Donc c'est un excellent outil, on va dire, de collaboration interthématique à l'échelle nationale. Et puis enfin, c'est un magnifique outil. Alors, juste avant nous, il y avait ce débat sur l'immigration qui est un vrai débat. Hein. Je veux dire, nous, on le voit du côté français. La plupart des Français qui sont comme moi sont terrifiés par ce qu'ils voient. Mais quand on vient ici, on comprend, et on n'a pas de solution, mais on comprend tout à fait ça. Donc la recherche, c'est aussi une chance d'internationalisation. On n'est pas toujours en train de réfléchir avec soi. Là, par exemple, pour venir à ce débat, je suis revenu de Chine. J'étais en Chine il y a 2 jours. Je suis revenu de Chine. J'organisais un cours sur les virus émergents où il y avait 36 personnes qui venaient de 12 pays. Alors, petite information pour les Guinéens, pour pouvoir suivre ces cours-là, il faut parler anglais. Je suis désolé, quand on parle de l'international actuellement, en matière de recherche au moins, on est obligé de parler anglais. Donc voilà, et ça c'est une ouverture, sans parler d'immigration, c'est une ouverture à l'international, c'est des collaborations. Et quand vous avez des collaborations, à un moment ou à un autre, vous êtes amené à aller de l'autre côté, comme l'autre côté est amené à venir. On organise des cours, à chaque fois qu'on organise des cours, on amène des gens qui viennent d'ailleurs et qui amènent de la fraîcheur. Et je conclurai là-dessus, lorsque l'on veut interagir avec les gens, on apprend toujours beaucoup plus des gens qui sont différents que des gens qui sont comme vous. Les gens qui sont comme vous, vous les connaissez déjà, c'est vous. Les gens qui sont différents, c'est ceux qui vont vous apprendre des choses. Et ça, c'est la recherche et les collaborations scientifiques sont un superbe effet pour ça. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à la vice-directrice chargée de la recherche de Gamal, mais avant, juste 2 mots pour dire que présentement, les universités et les instituts ont un problème, c'est la valorisation de la recherche. Au cours des premières années, nous n'avions pas une recherche systématique au sein de nos institutions. Mais je dois dire solennellement que depuis au moins 6 à 7 ans, il y a des résultats de recherche
extrêmement intéressants qui dorment dans les institutions, que ce soit à l'Institut de Farana, agronomique de Farana, que ce soit avec l'environnement à Zérekoré, que ce soit à Gamal Abdel Nasser, sciences de l'ingénieur, que ce soit dans les humanités à Somfonia, que ce soit à l'Abbé, à Kindia ou à Boké avec les mines. Je voudrais donc demander que les gens reviennent à l'université parce que désormais nous avons tous les cycles et les recherches se font au niveau des masters et des doctorats. Je vais donc laisser la parole à madame qui va nous parler de la valorisation justement de, comment on appelle, de la recherche. La Guinée peut-elle assurer son développement par les connaissances et par la recherche? S'il vous plaît. Merci, monsieur le modérateur. Effectivement, la question qui m'est posée, c'est de savoir est-ce que la Guinée peut amorcer son développement par les connaissances et la recherche. Peut-être je serais tentée de dire tout simplement oui, mais l'autre aspect, et peut-être c'est comment elle peut amorcer son développement à travers la connaissance et la recherche. Disons que la République de Guinée a bien sûr l'ambition de faire partie des pays émergents à l'horizon 2014-2035 avec des objectifs de croissance en bâtissant un État fort. Et ceci passe bien sûr par la promotion de la recherche scientifique et technologique en rapport avec ses ambitions de développement socio-économique. Pour répondre à la question, nous allons voir quels sont les différents aspects donc, qui peuvent permettre à la Guinée d'amorcer ce développement. Et ça se passera à 4 niveaux. Le modérateur a introduit par ça. Je crois que tous les autres orateurs sont revenus là-dessus. C'est d'abord les ressources humaines. Et la deuxième chose, c'est la recherche en tant que recherche, mais qui va passer par une priorisation et qui peut impacter positivement le développement socio-économique. Le troisième niveau, on vient d'en parler, c'est la valorisation de la recherche elle-même et l'utilisation des résultats de la recherche comme un facteur de développement. Et le quatrième, je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est à travers le financement, parce que tout cela peut se passer, mais il faut bien sûr qu'on ait les moyens de le faire. Donc, en ce qui concerne les ressources humaines, il faut le renforcement des capacités dans tous les domaines de la vie socio-économique, un développement des ressources humaines pour avoir un potentiel humain doté des savoirs dans les domaines de la science et technologie, je l'ai déjà dit, mais à travers une politique cohérente, volontariste de développement de ressources humaines. Il faut en outre instituer des modèles d'enseignement, de recherche et de formation qui lient la théorie à la pratique dans le cadre de rapports équilibrés entre la réflexion et l'action. Dans le domaine de la recherche elle-même, je disais tout à l'heure, il faut prioriser. Peut-être les priorités de développement économique dans l'agriculture, les mines et l'énergie. Ceux qui étaient là à la cérémonie d'ouverture ont suivi Monsieur le Président de la République et je crois que c'est les priorités qu'il avait données d'abord dans le cadre de ce développement socio-économique. Dans un deuxième temps, les priorités de développement social qui vont être l'éducation, la santé, la création d'emplois. Et donc pour ceci, il faut étudier et élaborer les voies d'une stratégie de développement endogène et autocentrée en participant notamment à la conception, à l'application et à l'évaluation des plans nationaux, sous-régionaux et régionaux de développement. Il faut élaborer, critiquer et diffuser de nouvelles connaissances, se constituer comme lieu d'interaction et de coopération entre le monde du travail et les centres de décision économique, technique, administratif et scientifique. Il faut le dire, il existe un cloisonnement entre les institutions d'enseignement et de recherche et le monde du travail. Et je crois que là aussi, depuis qu'on est là, tout le monde l'évoque,
il faut que les entreprises présentes sur le terrain ouvrent la porte à nos étudiants pour qu'ils puissent venir. Monsieur le modérateur vient de le rappeler, théoriquement ils ont appris quelque chose, mais la pratique c'est sur le terrain. Il faut une mise en place des entreprises juniors au niveau des institutions d'enseignement supérieur. Qu'est-ce que nous appelons donc ces entreprises juniors? Ce sont des entreprises qui vont contribuer à la mise en œuvre des résultats de recherche dans les différentes institutions, peut-être avant de les promouvoir à plus grande échelle, mais qu'il y ait quand même des institutions qui vont nous permettre de valider en quelque sorte les résultats des projets de recherche. Donc le troisième niveau, c'est la valorisation de la recherche comme facteur de développement. Donc pour cela, il faut mobiliser l'ensemble des ressources intellectuelles au service du développement économique et culturel de la Guinée et de l'Afrique et participer à la résolution des problèmes nationaux et internationaux. Et il faut aussi mettre au point et vulgariser des technologies efficaces et efficientes de production et de gestion des résultats de la recherche. Parce que quand nos enseignants aboutissent à des résultats qu'on peut utiliser, il faut bien que la technologie nous permette de les mettre en pratique dans le cadre du développement. Il faut appuyer la promotion du développement du pays en général et de la zone d'implantation à travers une étroite collaboration avec l'environnement économique. Monsieur le modérateur vient de le rappeler, c'est-à-dire dans l'environnement économique et social, et pour cela, il faut la collaboration avec les collectivités décentralisées, les entreprises, les services, les associations. Je crois que quelqu'un qui le disait à l'autre panel qu'il faut vraiment encourager les associations des professionnels. Et il faut développer la coopération avec d'autres institutions d'enseignement et de recherche en Guinée, en Afrique et dans le monde. Merci. Contribuer à l'élaboration. C'est bon. Donc, merci, je vous remercie. Je vais passer la parole au professeur Amatidiane Diallo. Là, je ne ferai pas de commentaires parce qu'on est pris par le temps. Donc, vous avez tout juste 3 à 4 minutes. Concernant la recherche et le développement, le ministère de l'Enseignement supérieur a élaboré un document de politique et de stratégie du développement de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour la période 2014-2020. Dans ce document, les forces et les faiblesses du système d'enseignement supérieur et de recherche ont été évoquées. Je veux donc citer quelques-unes des forces et certaines faiblesses. Je ne veux pas trop parler des forces parce que les prédécesseurs en ont déjà parlé. Actuellement, nous avons pratiquement 17 institutions d'enseignement supérieur public et 22 institutions d'enseignement de recherche scientifique qui relèvent du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Nous avons également 42 institutions d'enseignement supérieur privé. Ça fait pratiquement un réseau assez dense. Pour les privés, la plupart des institutions sont concentrées à Conakry. Mais ce qui est intéressant de dire, c'est qu'on a beaucoup parlé de la qualité des ressources humaines. Aujourd'hui, dans le public, nous avons pratiquement 2531 enseignants, parmi lesquels il n'y a que 20% qui ont un doctorat. Donc ça, c'est quand même assez faible. Et à peu près 27% ont un master. Et finalement, vous avez une situation où, disons, 53% des enseignants du supérieur n'ont que la maîtrise, ou peut-être même moins. Donc là, c'est vraiment une grande faiblesse. Bon, l'une des autres faiblesses, c'est que, comme on l'a déjà si bien dit, les laboratoires n'existent pas. Il y a très peu de laboratoires. Ensuite, la difficulté principale, c'est que la liaison avec le monde socio-économique est très faible. Et je pense que là, c'est une tare très importante de notre système. Et le système de recherche est assez morcelé, et même certaines institutions d'enseignement supérieur sont de très petite taille. Et le ministère a décidé, ces derniers temps, de réorganiser le système. D'abord, au plan national, il a créé ce qu'on peut appeler la direction générale de la recherche scientifique.
Maintenant, sur le plan des institutions, il y a une sorte de rattachement de certaines institutions aux universités. Bon, maintenant, ce qui me paraît important, une opportunité importante qu'il faut saisir, c'est que le pays a adopté depuis, je crois, 2016, un plan national de développement économique et social qui s'inspire de la vision 2040 du gouvernement et qui a des objectifs bien précis et qui repose sur un certain nombre de piliers. Moi, je me dis donc, ce qui est important pour nous, c'est de faire en sorte que la stratégie de la recherche s'aligne d'une certaine façon sur le programme de développement, le programme national de développement économique et social. Et la liaison entre, entre les institutions d'enseignement supérieur ou de recherche scientifique avec le milieu socio-professionnel passe par plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est un peu un niveau qu'on peut appeler micro. Ce sont les acteurs individuels qui se rencontrent. Et ça peut être des chercheurs, ça peut être des opérateurs économiques. Mais là, le deuxième niveau, c'est un niveau un peu méso. Ça, c'est un accord entre les institutions. Et le troisième niveau, c'est un niveau quand même assez gouvernemental, où pratiquement ce sont les lois et les règlements qui essaient d'organiser toute cette chose-là. Donc il ne faut pas quand même oublier ce niveau-là, parce qu'on a tendance à croire qu'on peut régler les problèmes de liaison entre les universités et le monde socio-professionnel simplement en demandant aux acteurs de faire quelque chose. Mais il y a le rôle de l'État aussi, qui doit avoir, par exemple, des politiques publiques suffisamment incitatives. Voilà. Merci beaucoup. Donc, sans transition, vous allez nous dire votre expérience africaine et internationale en termes de recherche. S'il vous plaît, Dr Alpha Mamadi Keïta. Alpha Kabinet Keïta. Alpha Kabinet Keïta, excusez-moi. Merci, monsieur le modérateur. Bon, j'ai trouvé dès le départ que le sujet qu'on devait aborder concernant la contribution de la recherche scientifique au développement socio-économique de la Guinée est certes très vaste, mais je pense qu'on doit rester assez pragmatique. Pragmatique en ce sens que moi je pense que la Guinée, le professeur Tidjane a commencé à l'aborder, d'autres panélistes l'ont dit, la Guinée a, disons, ce qu'on appelle une politique nationale de recherche. Cette politique nationale de recherche définit des objectifs en termes de développement que la recherche peut aider à atteindre. Je pense que dans un premier temps, se focaliser sur les objectifs définis par cette politique nationale de recherche pourrait permettre de faire avancer la contribution de la recherche scientifique en termes de développement dans le pays. Dans un deuxième temps, je dirais, alors, tout de suite, on a tous parlé, enfin, tous les panélistes ont parlé de ressources humaines, de financement de la recherche. Il faut savoir qu'aucun pays africain ne consacre 0,5% de son PIB à la recherche. Aucun pays africain. Et lorsqu'on parle de recherche, moi je pense qu'on voit la Guinée, ok, mais voyons ça dans sa globalité. Aujourd'hui, si nous prenons le continent africain en tant que tel, alors les pays qui produisent le plus grand, enfin, qui apportent une grande contribution à la recherche se limitent au Nigeria, à l'Afrique du Sud, au Kenya. Lorsqu'on prend la carte de l'Afrique seulement, en matière de recherche, la Guinée n'existe pas. Ne parlons pas du monde entier en ce qui concerne cette recherche-là. Donc, je pense que dans un premier temps, je reviendrai peut-être sur ce qui a été dit, il faut essayer de développer cette masse critique. Le développement de cette masse critique passera forcément par la formation, par le financement de la recherche, et pour pouvoir financer la recherche, il faut aller sur des bases claires. Et ces bases claires ne peuvent se reposer que sur ce que j'ai appelé la politique nationale de recherche. Et ça, nous l'avons. Donc, soyons pragmatiques, basons-nous sur quelque chose et partons de là pour essayer d'obtenir, avant de parler de résultats, d'abord, partons de quelque part. Donc, alors, je finirai par dire qu'on a parlé de recherche pour le développement. Moi, je travaille dans un institut qu'on appelle Institut de recherche pour le développement. Cet institut est basé à Montpellier. Et ici, en Guinée, depuis 2015,
je travaille dans un projet qu'on appelle Post-Ebogi, et ce projet, c'est un projet qui a été mis en place à la suite de l'épidémie de la maladie à virus Ebola. On s'est rendu compte en fait que dans tous les pays où il y a eu Ebola, il y a eu beaucoup de morts. Et aussi, il y a eu beaucoup de survivants. En Guinée, c'est pareil. Et en Afrique de l'Ouest, les autres pays touchés, c'est pareil. Il y a eu plein de survivants, mais personne ne s'intéresse aux survivants. Nous, on s'est posé la question de savoir, alors, ces survivants-là, qu'est-ce qu'ils deviennent? Donc, on a mis en place un projet pour essayer de suivre ces survivants-là. On a suivi les survivants pendant 2 à 3 ans et on est parti d'un projet de recherche pour mettre en place un centre de recherche. Et ce centre de recherche, c'est le Centre de recherche et de formation en infectiologie de Guinée, en abrégé CERFIG, que vous avez dit tout à l'heure. Et dans ce centre de recherche, nous comptons développer de la recherche sur les maladies infectieuses, que ce soit de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée et de la recherche expérimentale. Donc, nous sommes en train de mettre en place ici en Guinée un processus translationnel de recherche. Nous partons d'une hypothèse pour pouvoir appliquer à la fin les résultats obtenus à la base de cette hypothèse-là sur les patients à l'hôpital. Donc, cette capacité en Guinée, elle existe. Elle existe en Guinée à travers sa diaspora, et cette capacité peut être mise en place aussi à travers les chercheurs en Guinée qui vivent et qui travaillent dans les universités. Donc je pense que toutes les questions que nous nous posons aujourd'hui tournent autour de 2 axes principaux: la création d'une masse critique de chercheurs en République de Guinée et surtout, aider la recherche à se développer en apportant des financements conséquents. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, comme vous l'avez suivi, nous sommes partis de l'enseignement supérieur, donc de l'éducation nationale. On est allé à la santé, on est allé à l'agriculture, et on est allé aux mines. Nous avons touché l'ensemble des secteurs de la vie économique de notre pays. Je dois dire que l'enseignement supérieur ne peut avoir son poids, et les enseignants en ont conscience, que si la recherche menée au niveau de l'enseignement est valorisée. Ce que je veux dire, que les politiques publiques, la politique publique ou les politiques publiques sachent que nous sommes très attentifs en tant qu'universitaires sur les problèmes qui assaillent le développement économique de la Guinée. Je prendrai 1 ou 2 exemples. Le premier exemple, lorsque le professeur Alpha Condé a été élu dès le début de 2011, il a dit que la Guinée ne se développe pas parce qu'elle n'a pas une classe moyenne. Ce que l'université de Sonfonia a eu à faire à travers un de ses labos, c'est d'étudier cette question et de lui envoyer les résultats. Je crois qu'il en était vraiment content. Et actuellement, il y a aussi des études comme ça qui sont menées au niveau des autres laboratoires, au niveau des autres institutions. Donc, on n'est plus ce que nous étions hier, comme je l'ai dit, nous sommes très attentifs. Mais que les décideurs sachent que si les universitaires ne participent pas à un travail au niveau de notre pays, des décisions sont prises par la suite, selon les grands spécialistes de management, sur 5 décisions qui seront prises, 3 seront fausses, c'est-à-dire qu'elles ne donneront pas de résultats. Donc, j'invite fortement les politiques publiques à nous regarder et à nous demander de faire le travail qu'une bonne partie est confiée aux gens de l'extérieur. Désormais, nous revendiquons un travail de qualité qui peut servir notre pays. Nous aimons notre pays plus que les autres et nous sommes prêts à le servir en tant qu'universitaires. Là, j'y tiens et j'insiste et je le dis au nom de l'ensemble des étudiants présents ici, au nom de l'ensemble des enseignants, au nom de l'ensemble des cadres qui sont ici. Je remercie donc les politiques publiques qui se réfèrent toujours à l'université ou en venant dispenser des cours ou en venant donner des conférences pour matérialiser les politiques qu'ils sont en train de faire. Donc je voudrais, pour terminer, vous remercier, et nous sommes dans le temps, et je vais donc rendre le micro avec la permission de tout le monde. Je vous remercie. Les questions. On nous avait dit que le temps était fini. Donc c'est pour cette raison que je respecte. Mais on va donner au moins 2 ou 3 questions. Oui? Voilà.
C'est bien moi, hein? C'est bien moi. Oui. Je vous remercie beaucoup. Moi, je m'en voudrais de sortir de cette salle-là sans poser une petite question. Je serai très brève. Madame nous a présenté la direction nationale de l'enseignement, son service. Et il y a une direction qui m'intéresse particulièrement, c'est la direction du financement de la recherche scientifique. Alors, hier seulement, on parlait de leadership ici. Je veux savoir, sous l'angle du management, dites-moi à l'heure qu'il est, quelles sont les capacités managériales et les opportunités que votre institution possède pour la mobilisation des fonds pour la recherche scientifique. En plus, peut-on savoir les mécanismes d'accès à des financements internes et externes pour les enseignants-chercheurs que nous sommes, nos laboratoires? Finalement, une question importante. Quelle est la part de la recherche scientifique en termes de pourcentage dans le budget de notre département? Merci. Bien. On passe. Je voudrais qu'on réponde immédiatement. Les premières questions appartiennent au panel qui vient de passer, qui a parlé du financement de l'enseignement supérieur. Donc nous allons vous, compte tenu de la dimension temporelle, vous demander de vous référer à eux. Par rapport à la dernière question, je pense qu'on peut donner un élément de réponse. Concernant la part du budget de la recherche dans le budget de l'éducation nationale, pour les institutions de recherche qui appartiennent au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. En 2014, selon le CDMT, c'était 0,04% du budget. Je ne dis pas 0,4, je dis 0,04% du budget de l'éducation nationale. Bien. Le suivant. Oui, je vous remercie. Ah, okay. Je viens de prendre le train en marche et je veux intervenir par rapport à l'intervention de notre honorable. Et qui dit par la contribution de la recherche au développement, dit autrement dit, recherche impact. Il vient de le dire, c'est d'abord au niveau de la politique. Quand la politique fixe les objectifs et un plan stratégique, on part à la valorisation. La valorisation de la recherche, c'est-à-dire les infrastructures, les ressources humaines et le financement. Ensuite, c'est la valorisation des acquis, des résultats de recherche. Je vous rappelle que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, à travers la Direction générale de la recherche scientifique et le Centre de valorisation des résultats de recherche mis en place depuis 2010, est en train de se battre pour que les quelques productions scientifiques qui existent soient valorisées, vendues ou commercialisées. C'est là où il y aura l'impact direct sur les populations. Et je vous rappelle qu'en 2006, le ministère a signé une loi d'orientation de la recherche où la valorisation, qui est un des indicateurs de l'impact de la recherche sur les résultats, est bien notifiée. Alors je voudrais demander à notre honorable, en matière de valorisation des résultats de la recherche, quelle est l'expérience, quelles sont les stratégies de son pays, je crois qu'il vient de l'extérieur, s'il peut nous donner quelques mots sur les stratégies de valorisation des résultats de la recherche, tant universitaire que les résultats au niveau des centres de recherche. On en a plus de 45. Je vous remercie. Je suis l'honorable. Je suis très bien. Merci. Merci. Je vais répondre très rapidement. Donc, je ne connais pas la situation de la Guinée ici. Je peux vous parler de la situation de la France. Par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, je vais essayer de joindre les deux questions. Par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, le financement de la recherche. Dans mon laboratoire à Paris, par exemple, je trouve 80% de mon financement. Je pense que les Alpha, par rapport à ce que vous faites dans vos programmes, dans votre centre, sur les survivants de Ebola, c'est pareil. Vous avez trouvé votre financement. Le financement se trouve de manière compétitive, en répondant à des programmes. C'est pas facile. Il faut écrire des projets, et ces projets sont comparés au niveau international. On ne gagne pas à tous les coups, mais voilà. Ça veut dire qu'il faut faire un effort pour soi-même demander des choses. Deuxième point, aussi un financement possible.
là je l'ai beaucoup avec un certain nombre de compagnies, je parle de compagnies du diagnostic et de compagnies du vaccin par exemple, parce que ces compagnies-là, depuis un certain nombre d'années, ne développent plus à l'intérieur du recherche et développement, parce que développer de la recherche et développement pour une compagnie, c'est prendre du risque. Donc elles vont, entre guillemets, l'acheter. Elles vont l'acheter dans des laboratoires de recherche. Donc vous avez des laboratoires de recherche qui ont des résultats intéressants, c'est pour ça qu'on pose des brevets, et donc la compagnie est éventuellement intéressée et va dire « Ok, je paye le brevet pendant un certain temps jusqu'à ce que ça tombe, ou que ça ne tombe pas, mais que ça aboutisse éventuellement à un produit. » Donc c'est ça, le financement de la recherche, il ne faut pas tout attendre de l'État, il y a une bonne partie qui vient d'aller le chercher. Et deuxièmement, on peut aller le chercher sur un côté académique, on peut aller à l'Europe, on peut aller à différents endroits, et puis il faut aller discuter avec les compagnies qui ont besoin de recherche. Et les gens qui savent faire de la recherche sont très importants pour les compagnies sont prêtes à financer pour ça. Bien, 2 mots, oui, enfin, allez-y. Je ne sais pas si j'ai très bien compris sa question. Il parlait plutôt de valorisation de la recherche. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il entend par valorisation de la recherche, mais lorsque vous faites un travail de recherche, que vous vous êtes fixé des objectifs de départ, vous obtenez des résultats en fonction des objectifs que vous vous êtes fixés, le souhait le plus grand de tout chercheur, c'est d'être lu. Et l'une des politiques de valorisation, c'est de pouvoir publier dans des revues à comité de lecture. Et ces revues à comité de lecture peuvent être mises en place dans le pays ou publiées dans des revues à comité de lecture de l'extérieur. Une autre façon de publier, enfin, de valoriser ces travaux de recherche, c'est aussi de poser des brevets lorsque cela est nécessaire. Tout de suite, Noël Tordo a parlé d'obtention de financement à partir des brevets posés par des laboratoires de l'Institut Pasteur. Ben, la valorisation par la publication, hein, la pose de brevets, des conférences scientifiques, des réunions scientifiques organisées même au sein des universités avec les étudiants constituent des politiques de valorisation de la recherche. Maintenant, je suis entièrement d'accord avec Noël Tordo lorsqu'il dit qu'il ne faut pas compter que sur l'État pour obtenir ces financements. Sans compter que la plupart de ces instituts de recherche en Guinée sont des instituts publics. L'État a sa part de responsabilité en ce qui concerne le financement de la recherche dans ces instituts-là. Quitte à savoir que les chercheurs qui travaillent dans ces instituts doivent aussi se battre pour obtenir des financements, pour obtenir plus de résultats. Mais ça ne désengage pas l'État de ses responsabilités. Merci beaucoup. Vous avez dit que les universitaires, les chercheurs de l'université ne doivent plus tendre la main et attendre une subvention. Il y a une compétition qui est ouverte et il faut réellement participer à ces compétitions en mettant en place des projets crédibles et pertinents qui rentrent dans le cadre du développement économique et social de la Guinée. Je crois que tout un chacun en est conscience, donc nous allons faire davantage de l'effort pour que l'université réponde aux besoins de notre société. Je voudrais donc vous remercier et dire que le temps nous est imparti. Je remercie celui qui venait de contribuer tout de suite, il est de la direction. C'est un bon commentaire, ça nous enrichit et je remercie tout le monde. Merci beaucoup.